Toyota vient d'annoncer des voitures électriques avec 1500 km d'autonomie qui se rechargent en seulement 10 minutes pour 2027. Comment est-ce qu'ils vont faire et est-ce que c'est vraiment possible? On démêle tout ça. Alors il y a déjà un petit détail qui nous chiffonne, c'est que Toyota annonce donc 1500 km d'autonomie, c'est vraiment énorme, mais ne précise pas les modalités du calcul. Parce qu'il faut savoir qu'une voiture électrique a une autonomie qui est donnée sur un cycle d'homologation mixte. En gros, en Europe, on voit souvent l'autonomie annoncée en WLTP. En fait, c'est le nombre de kilomètres que peut parcourir la voiture avant que sa batterie soit totalement vide sur un cycle normalisé, c'est-à-dire que tous les constructeurs doivent faire le même essai à la même vitesse, avec les mêmes accélérations, les mêmes freinages, etc. Ça permet de comparer vraiment l'autonomie réelle, ou plutôt théorique, de la voiture. Certaines voitures ne vont pas du tout avoir de mal à tenir l'autonomie qui est annoncée, surtout quand vous êtes en ville, quand vous faites des petits trajets où vous n'allez pas très vite, mais sur autoroute, c'est pas vraiment la même histoire, puisque la voiture forcément consomme beaucoup plus lorsqu'on roule à 130 que lorsqu'on roule à 50 ou même 80 km/h. Donc déjà, on sait pas trop si Toyota nous parle d'autonomie réelle sur autoroute, d'autonomie WLTP, ou même, pourquoi pas, d'autonomie CLTC. Parce que l'autonomie CLTC des voitures électriques chinoises est toujours supérieure à la valeur WLTP de la même voiture qui serait vendue en Europe. Et en fait, ça s'explique très facilement, c'est qu'en Chine, les autoroutes ont des limitations de vitesse qui sont inférieures à chez nous, les gens roulent globalement moins vite, donc quand ils essayent les voitures, les constructeurs, la voiture va rouler un peu moins vite et forcément elle aura plus d'autonomie. Alors, on sait pas encore si les 1500 km d'autonomie c'est sur le cycle chinois CLTC ou le cycle européen WLTP. Mais il y a de nombreux indices dans les documents internes de Toyota qui nous laissent penser que c'est le cycle CLTC, et donc si jamais ils voulaient parler en autonomie européenne, ça serait plutôt autour de 1200 km, ce qui est quand même déjà énorme. Et justement, on va s'intéresser un petit peu à l'état de l'art actuellement dans le monde entier sur l'autonomie d'une voiture électrique. Est-ce que 1500 km c'est énorme ? Oui, c'est vraiment énorme. À titre de comparaison, actuellement, la voiture électrique qui a le plus d'autonomie au monde, c'est la Lucid Air Dream Edition, avec 883 km d'autonomie WLTP, donc en Europe. Ensuite, on passe à la Mercedes EQS, qui est la grosse berline routière de Mercedes, qui annonce 783 km d'autonomie, toujours en Europe. Ensuite, comment ne pas citer Tesla avec sa Model S et ses 723 km d'autonomie. Et vous allez me demander, mais comment la Lucid Air a quasiment 150 km d'autonomie de plus que la Tesla? En fait, c'est très simple, elle embarque une batterie énorme. Une batterie de 117 kWh, donc c'est la capacité de la batterie, c'est un peu la taille du réservoir pour une voiture avec de l'essence. Alors que sur une Tesla, on est plutôt entre 95 et 100 kWh, donc il y a moins de lithium, il y a moins de cobalt, il y a moins d'énergie stockée, c'est pour ça qu'il y a un peu moins d'autonomie. Et maintenant, on va passer sur les fameuses voitures chinoises, celles qui annoncent plus de 1000 km d'autonomie, déjà, maintenant, en 2023, avec notamment la Zeekr 001, qui annonce 1032 km d'autonomie, mais attention, c'est sur le fameux cycle d'autonomie chinois CLTC, donc en fait, en réalité, c'est plutôt autour de 900 km lorsqu'elle sera vendue en Europe, et ça va pas tarder d'ici la fin de l'année. Et si vous nous suivez avec assiduité, vous savez qu'on a déjà testé une voiture électrique chinoise avec 1000 km d'autonomie, c'est la fameuse NIO ET7, qui a une batterie immense, 150 kWh au lieu de 140 kWh pour la Zeekr que j'ai citée précédemment. Donc là pour le coup, la batterie, rendez-vous compte, elle est 50% plus grosse, du coup plus lourde, enfin plus chère même, elle est hors de prix que la Tesla Model S. Et d'ailleurs, petite spécificité de la batterie de cette NIO ET7, elle est de type semi-solide, et vous allez voir, je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi c'est très important. Et chez Toyota, quel est l'état de l'art chez Toyota actuellement en termes d'autonomie? Alors, je vous interdis de rire. Actuellement, Toyota vend une voiture électrique dans le monde, allez, deux si on compte celle qui est vendue en Chine, la BZ3. En Europe, c'est la BZ4X qui est donnée pour 513 km d'autonomie WLTP. Autant vous dire qu'on est loin de la promesse des 1500. Alors, c'est quoi le plan de Toyota pour multiplier par 3 l'autonomie de ses futures voitures électriques? Alors déjà, tout simplement, au fur et à mesure, d'ici 2027-2028, Toyota nous dit 1500 km d'autonomie, ok, mais d'ici là, il y aura plein de petites étapes où en fait, chaque année, le constructeur japonais va faire évoluer la chimie de ses batteries. C'est-à-dire, il va remplacer le matériau de l'anode, le matériau de la cathode, pour avoir une densité énergétique plus élevée, c'est-à-dire pour mettre plus d'électricité, plus d'énergie dans un même volume, dans un même poids. Donc cela se fera par étapes, petit à petit, avant d'atteindre le Graal,
c'est-à-dire 2027-2028, la batterie 100% solide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plus de cobalt, plus de lithium, et en fait c'est une chimie qui est totalement différente des batteries lithium-ion qu'on connaît actuellement, et notamment celles qu'on a dans nos smartphones. Et c'est pour ça que je vous disais la batterie NIO semi-solide tout à l'heure est un peu révolutionnaire, puisqu'elle est toujours faite à base de lithium, elle est toujours liquide à l'intérieur, mais il y a quand même quelques petits ingrédients, du graphite, il y a la cathode et l'anode, il y a un petit peu moins de liquide, c'est ce qui permet d'avoir une densité énergétique supérieure. Et d'ici là, Toyota va produire des nouvelles batteries, un petit peu intermédiaires, avec le LFP pour lithium fer phosphate, qui se passe totalement de cobalt par exemple, et qui permet une recharge en 20 minutes et des autonomies qui seront, allez, un petit peu inférieures de 1000 km selon Toyota, mais tout de même des grandes autonomies. Mais il n'y a pas que les batteries dans la vie et il n'y a pas que les kilowattheures dans la vie. Pour augmenter l'autonomie des voitures électriques, Toyota mise également sur deux autres axes. Le premier axe, c'est le poids, puisqu'on sait que le poids c'est un peu l'ennemi de la consommation. Plus une voiture va être lourde et plus elle va consommer, surtout en milieu urbain, avec beaucoup d'accélération et de départ arrêté. Et le deuxième point, mais non des moindres, c'est l'aérodynamisme de la voiture, c'est-à-dire sa forme. Puisqu'on sait qu'à haute vitesse, par exemple sur autoroute, plus la voiture va avoir une forme effilée très aérodynamique, et plus elle va fendre l'air facilement, et donc moins opposer de résistance finalement à l'air, et donc réduire drastiquement la consommation d'énergie. Et pour faire ça, eh bien Toyota va faire appel à des robots. Enfin, plus exactement, l'intelligence artificielle. On l'a vu, il y a une vidéo qui tourne en ce moment montrée par Toyota qui montre un designer en train de dessiner une voiture, mais pas tout seul. Il va demander en fait à l'IA de reprendre un peu son dessin et d'améliorer la forme aérodynamique de la voiture, tout en gardant une habitabilité à l'intérieur quand même spacieuse pour éviter d'être comme ça, comme en moto derrière une bulle. Non, là, l'idée c'est d'avoir quand même un véhicule spacieux, mais très aérodynamique. Du coup, ça va peut-être déboucher à des designs un petit peu révolutionnaire, puisqu'il n'y aura pas juste le coup de crayon du dessinateur, du designer, ça sera un peu un travail collaboratif avec l'IA. Donc pour proposer 1500 km d'autonomie, on a vu que Toyota allait se reposer sur trois axes. La première, c'est des nouvelles technologies de batterie, les fameuses batteries solides, qui vont permettre d'avoir une grosse densité énergétique, donc beaucoup d'électricité stockée. La deuxième, c'est la forme de la voiture, l'aérodynamisme. Le troisième, c'est le poids. Et tout ça, normalement, d'ici 2027-2028. Mais j'ai un petit truc à vous dire, c'est qu'en 2017, Toyota avait déjà annoncé l'arrivée des batteries solides pour 2020. 3 ans après, il n'y a aucune voiture électrique actuellement qui n'est commercialisée avec une batterie solide. Aïe. Et donc, on peut quand même se poser une question, c'est est-ce que c'est une bonne nouvelle que Toyota commercialise d'ici quelques années une batterie avec 1500 km d'autonomie, ou un petit peu moins en Europe, qui se recharge en seulement 10 minutes? La réponse, elle est un peu complexe et c'est un peu du oui et un peu du non, voire beaucoup de non. Le premier inconvénient d'une batterie avec 1500 km d'autonomie, c'est que c'est une grosse batterie. Même si d'ici 2027-2028, la densité énergétique va augmenter, on pourrait faire des batteries avec moins d'autonomie. Qui a besoin de parcourir plus de 1000 km d'autonomie dans la journée? Parce qu'en fait, le problème d'une grande batterie, c'est qu'elle va être forcément plus lourde qu'une plus petite batterie avec moins d'autonomie, qu'elle va coûter plus cher à fabriquer. On a vu l'exemple avec la fameuse NIO ET7. Le prix de la batterie, c'est le prix d'une Tesla Model 3, c'est-à-dire autour de 40 000 €. C'est énorme, rien que pour la batterie. Et le troisième point, c'est qu'une grosse batterie, elle est gourmande en matériaux avec beaucoup de lithium, beaucoup de cobalt, et tout ça, faut aller le miner, faut aller le chercher, et c'est consommateur en ressources et en énergie. Et donc l'une des alternatives, et il y a notamment Renault, Ford, enfin plein de beau monde qui veut faire ça, c'est des voitures électriques avec des petites batteries, mais qui se rechargent très vite. L'idée, c'est de faire une pause à peu près toutes les 2 heures sur autoroute et de recharger en 10 minutes d'ici quelques années. Et il faut savoir qu'actuellement, la recharge rapide, elle est vraiment rapide. Les champions de la recharge rapide, ça va être les Coréens chez Hyundai par exemple, ou même chez Porsche. Ils nous font la recharge rapide de 10 à 80% en 18 minutes. Et cette année, en 2023, les Chinois vont arriver très fort là-dessus, avec 15 minutes pour passer de 10 à 80%, donc pour faire quasiment un plein complet. Et tout à l'heure, on parlait de lithium. Alors oui, parce que le lithium, ça défraie un peu la chronique, en mode on n'en a pas assez, c'est polluant, etc. Alors, on en a largement assez sur la Terre, c'est un matériau qui est abondant. En revanche, c'est vrai qu'il y a d'autres matériaux qui vont être moins chers et encore plus abondants, et c'est notamment le sodium-ion, les batteries sodium-ion qui remplacent le lithium par du sodium qui est beaucoup plus abondant sur Terre, et du coup qui est moins cher à produire. Et en parlant du lithium, un rapide mot sur le recyclage qui fait beaucoup couler d'encre lui aussi. Pour info, Tesla arrive à recycler plus de 92% de la batterie entière, donc au-delà du lithium, vraiment tous les matériaux qui sont intégrés dedans. Volkswagen
vise les 100% de recyclage, alors quasiment, on peut jamais réussir à faire le 100% en cycle fermé, mais presque. Et actuellement, vous allez me demander, bah oui, ok, mais quelle voiture a une batterie recyclée? Bah en réalité, pas beaucoup, voire aucune, mais tout simplement parce que les batteries ont une durée de vie tellement immense que pour l'instant, il n'y en a quasiment aucune qui a eu besoin d'être recyclée, puisque Tesla a montré avec différents graphiques, et pas que Tesla d'ailleurs, qu'une batterie peut tenir facilement plus d'1 million de kilomètres en durée de vie. Et depuis tout à l'heure, on parle de recharge rapide, mais en pratique, ça donne quoi? À titre perso, j'ai une voiture électrique avec 400 km d'autonomie qui se recharge en 25 minutes. J'ai traversé la France, je suis allé au Portugal, je suis allé en Espagne, je suis allé en Belgique, je suis allé aux Pays-Bas. Ça ne m'a pas fait peur puisque en gros toutes les 2 heures je m'arrêtais environ 20 à 30 minutes, allez 25 minutes en moyenne. Et ben on va chercher un café, on fait la pause pipi, ça suffit. Et encore, je vous parle d'une voiture qui a à peu près 3 ans, et comme je vous disais tout à l'heure, actuellement il y a des voitures qui se rechargent beaucoup plus vite, et notamment la nouvelle Model Y de Tesla avec la batterie de BYD qui est son plus grand concurrent, se recharge en 20 minutes. Et qu'est-ce que vous dites si je vous propose une recharge en 2 minutes 30, où vous repartez avec une batterie pleine et où vous n'avez même pas besoin de sortir de la voiture? C'est pas de la science-fiction, ça existe. Et d'ailleurs, on a pu le tester sur Frandroid l'an dernier en vidéo, et c'était vraiment bluffant. C'était avec la NIO, ça mettait 5 minutes. C'est un robot qui dévisse la batterie, qui l'aspire, et qui en met une pleine, qui a déjà été rechargée au préalable, et on repart. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'on sort même pas de la voiture, le robot s'occupe de tout, la voiture fait son créneau elle-même, elle se gare, et donc on a connu la génération première en 5 minutes, et maintenant c'est 2 minutes 30, et les premières arrivent en Chine, donc c'est des stations d'échange de batteries, on appelle ça battery swapping en anglais. Alors oui, la voiture électrique pollue moins que la voiture thermique, ça c'est sûr, quel que soit le pays dans lequel elle est rechargée. Et si vous êtes un petit peu sceptique, je vous invite à aller lire mon article sur le sujet qui est dans la description. Et surtout, elle polluera de moins en moins au fur et à mesure que les batteries seront fabriquées non plus en Chine, mais en Europe, notamment en France, parce que dans les années à venir, ça va popper de partout, il y aura des batteries, des usines de batteries vraiment partout. Et on sait qu'en France, on a la chance d'avoir de l'énergie bas carbone, que ce soit avec le nucléaire, mais maintenant de plus en plus aussi avec les panneaux photovoltaïques et l'éolien, et donc ça permettra de créer des batteries et de produire des voitures qui seront de moins en moins gourmandes en énergie, et donc qui émettront moins de CO2 lors de la phase de production et lors de la phase de recharge, puisque en fait on recharge un peu, entre guillemets, grâce à l'énergie nucléaire. Et entre nous, est-ce que vous avez vraiment besoin d'une voiture électrique qui peut parcourir plus de 1000 km sans s'arrêter pour recharger? Est-ce que vous faites vraiment tous les jours un Paris-Marseille sans vous arrêter à fond à 130 sur l'autoroute? En réalité, non, sauf si vous avez un métier particulier où vous êtes vraiment tous les jours sur l'autoroute, mais vous faites partie d'une grande minorité, puisque on a ressorti les chiffres. En moyenne, un Français par jour parcourt 26 km avec sa voiture, avec à peu près 3 trajets différents. Donc on voit chaque trajet c'est moins de 10 km. En effet, il y a les départs en vacances, mais ça c'est assez rare encore une fois, puisque en moyenne, un Français part à plus de 80 km de chez lui avec sa petite voiture, 6 fois par an uniquement. Et donc ça, c'est des besoins qui peuvent largement être couverts par des voitures électriques avec beaucoup moins d'autonomie. Et d'ailleurs, est-ce que ça pourrait pas être couvert avec d'autres modes de transport? Parce que depuis tout à l'heure, ok, on parle de voitures électriques. Et en effet, parfois, on a besoin d'une voiture pour certains usages, pour aller assez loin, etc. Mais en réalité, au quotidien, est-ce que quand on va faire les courses, est-ce que quand on va au travail, quand on va à l'école, est-ce qu'on est obligé d'y aller en voiture? Alors oui, parfois, peut-être on est obligé quand il y a certaines circonstances particulières, mais est-ce que finalement on peut pas y aller à vélo, avec un vélo cargo, en marchant, avec les transports en commun, avec en effet des pistes cyclables, c'est mieux, surtout si vous habitez à la campagne, on sait que les axes sont pas très sécurisés, ou peut-être même avec une voiture sans permis, notamment on a testé la Citroën Ami, on a kiffé, on a testé la Ligier Emily, on a kiffé aussi, ou même la Fiat Topolino, et si vous connaissez pas, allez voir, vous allez kiffer, j'en suis sûr. Tout ça pour dire que, est-ce qu'on a besoin de batteries de 100 kWh, de 50 kWh, juste pour faire 3 km? Bah, la réponse c'est non, et donc l'idée à terme ce sera d'adapter son moyen de transport selon ses besoins du quotidien et non pas acheter une voiture électrique qui fait 1500 km d'autonomie parce que une fois par an vous allez voir votre tante dans le sud de la France en habitant à Lille. Et je suis sûr, vous, ça vous rend fou. Nous, on est à Paris, la rédaction, on voit des gens dans un SUV qui fait plus de 2 tonnes, ils sont tout seuls, ils traversent Paris, ils mettent 1h30 à traverser Paris. Moi, j'ai habité à Paris pendant plus de 10 ans, j'adorais mon vélo, on va partout à vélo. Alors, ok, c'est peut-être un peu centré autour de Paris. Et je suis totalement d'accord avec vous, on peut pas prendre le vélo partout en France, et notamment à la campagne, c'est assez mal pensé, il n'y a pas assez de pistes cyclables sécurisées, aménagées. Peut-être que les transports en commun, il faut les repenser autrement pour qu'il y ait beaucoup plus d'arrêts, beaucoup
beaucoup plus de trains, beaucoup plus de bus pour pouvoir aller plus facilement au boulot, à son école, enfin pour pouvoir se déplacer quoi. Et du coup la solution à tout ça, on est quand même parti de la problématique des 1500 km d'autonomie avec des grosses voitures forcément pour avoir des grosses batteries. Est-ce que la solution ça serait pas des véhicules intermédiaires, un petit peu plus petits, un petit peu moins lourds, qui peuvent transporter une ou deux personnes, ou tout simplement les moyens de transport dits actifs, c'est-à-dire qui nécessitent de mettre un petit peu d'huile de coude comme le vélo ou la marche par exemple. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un avis vraiment très tranché sur la question. Je suis sûr que vous avez peut-être des avis un petit peu différents selon où vous habitez, vos habitudes. Alors n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en expliquant est-ce que vous êtes d'accord avec moi, est-ce que vous n'êtes pas du tout d'accord, si oui pourquoi, ça nous intéresse vraiment d'avoir votre avis. Si vous avez des solutions, des alternatives un peu différentes aussi, on est vraiment à l'écoute. Merci d'avoir regardé la première vidéo de Survolté, le média 100% électrique de Frandroid. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous suivre sur nos réseaux sociaux qui sont en bas dans la description. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Survolté.